Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier mesdames et messieurs les académiciens d'avoir choisi de remettre ce prix à Nadia, parce qu'elle le mérite amplement, et donc c'est un très bon choix. Et avant de lui passer la parole, je vais brièvement vous exposer ce que nous faisons au laboratoire. Nous sommes une petite équipe de biologistes cellulaires qui travaillons sur l'endocytose. Donc l'endocytose, probablement que chacun d'entre vous connaît au moins une forme d'endocytose, qui est la phagocytose. Et par opposition à cette phagocytose, qui veut dire la cellule qui dévore, un certain nombre de voies de pinocytose, qui veut dire la cellule qui boit, ont été identifiées. Mais en réalité, la fonction de ces voies de pinocytose n'est pas vraiment de boire du milieu extracellulaire, mais plutôt d'internaliser des récepteurs qui sont exprimés à la surface de la cellule. Et parmi toutes ces voies, la plus importante qualitativement, au moins, et la voie dépendante de la clatrine, parce que la plupart des récepteurs que l'on connaît sont en fait internalisés dans cette voie. Alors comment ça marche l'endocytose dans la voie de la clatrine ? L'endocytose dans cette voie dépend de la formation de petites structures sur la face interne de la membrane des cellules, qui sont appelées des puits recouverts de clatrine. Et ces petites structures sont composées ici d'un manteau d'adaptateurs et de clatrine, donc qui sont recrutés sur la face interne de la membrane plasmique. Ici, c'est l'intérieur de la cellule, ici, c'est l'extérieur. Et ces petites structures vont recruter des récepteurs et vont aussi être capables de progressivement déformer la membrane plasmique de façon à former une vésicule qui se détache ensuite dans le cytosol et qui contient les récepteurs. Ces récepteurs vont ensuite être adressés dans les endosomes, à partir desquels ils vont gagner soit les lysosomes pour y être dégradés, soit vont être réadressés à la surface cellulaire pour un nouveau cycle d'utilisation. Nous nous intéressons vraiment aux étapes précoces de la formation de cette vésicule, donc aux événements qui ont lieu à la membrane plasmique. Et nous faisons beaucoup de microscopie au laboratoire, nous étudions vraiment ces processus de façon dynamique, et donc nous avons besoin de les visualiser. Et ça, c'est rendu possible en étiquetant certaines des protéines, comme la clatrine elle-même, ce qui nous permet de voir ces petites structures. Donc ici, vous voyez par exemple, ça c'est une seule cellule, et chaque petit point vert que vous voyez, ce sont autant de puits recouverts de clatrine. Et à chaque fois qu'un petit point vert disparaît, ça veut dire qu'une vésicule comme celle-ci a été générée à l'intérieur de la cellule. Donc c'est des événements d'endocytose que nous voyons là. Et ce film est relativement court, il dure à peu près 5 minutes, et vous pouvez voir que c'est un processus extrêmement dynamique. Et c'est tellement dynamique que ça autorise la cellule à renouveler intégralement sa membrane plasmique en un peu moins d'une heure. Donc ça a des conséquences fonctionnelles très importantes pour la cellule. Et ces petites structures, donc ces petits puits recouverts de clatrine, en internalisant les récepteurs, ils vont assurer différentes fonctions, comme l'acquisition de nutriments pour la cellule, comme aussi le contrôle de la composition de la membrane dans le temps et dans l'espace. Et aussi, ils vont contrôler bon nombre de voies de signalisation intracellulaire, parce que bon nombre de récepteurs qui ont une activité de signalisation sont internalisés par cette voie. Et donc, en faisant tout ça, ces petites structures, ces petits puits recouverts de clatrine, contrôlent virtuellement l'ensemble des fonctions de la cellule et aident la cellule, en tout cas, à s'adapter aux conditions changeantes de son environnement. Et la question qu'on se pose au laboratoire, de façon un peu globale, c'est un peu l'inverse en fait. Cette question consiste à étudier comment les conditions de l'environnement influencent l'endocytose. Et nous étudions ceci dans le contexte des cancers, parce que vous savez sans doute que dans les cancers, il y a beaucoup de modifications de l'environnement qui ont lieu, et notamment des modifications des propriétés physiques de l'environnement. Par exemple, ainsi, dans le cas des tumeurs solides, il y a une rigidification des tissus qui est observée. Il y a aussi la pression qui augmente dans les tissus, et ceci est dû à une croissance anarchique des cellules dans un environnement confiné. Et puis aussi, il y a la question de la topologie qui est souvent oubliée, mais qui est très importante, parce que si nous considérons ici cette cellule qui a échappé de la tumeur primaire pour aller métastaser, elle doit tout d'abord migrer dans le stroma, qui est un environnement tridimensionnel, essentiellement composé de fibres de collagène. Et donc ceci, topologiquement, c'est complètement différent de la membrane basale sur laquelle reposent les cellules saines, et qui est essentiellement plane et en 2 dimensions. Et donc au laboratoire, on étudie comment tous ces paramètres physiques influent sur l'endocytose dépendante de la clatrine, et comment, en retour, cela impacte les différentes étapes de la progression tumorale.
Et la recherche peut être frustrante, parce que c'est parfois long et difficile, mais il n'y a pas que les chercheurs qui sont frustrés. Et en fait, nous avons observé que bon nombre de ces conditions particulières ont la capacité de frustrer l'endocytose de façon mécanique. Et Nadia va vous en donner un exemple dans quelques instants concernant la frustration de l'endocytose lors de la migration en 3 dimensions. Et donc, pour replacer brièvement ce que l'on savait à l'époque, avant que Nadia commence son étude, du rôle de l'endocytose au cours de la migration cellulaire, un modèle avait été établi depuis pas mal d'années et qui consistait à considérer que l'endocytose a lieu essentiellement à l'arrière de la cellule et qu'elle génère des vésicules qui sont ensuite transportées de façon intracellulaire jusqu'à l'avant. Ceci permet d'étendre le front de migration de la cellule en apportant de la membrane, et ceci aussi permet d'internaliser des molécules dont on n'a plus besoin à l'arrière pour les apporter à l'avant, comme par exemple des molécules d'adhésion. Donc ça, c'est un modèle très populaire et très élégant, et qui est très certainement vrai, mais qui dérive d'expériences essentiellement réalisées en 2 dimensions. Et Nadia a souhaité déterminer quel en était, est-ce que c'était également le cas dans des systèmes plus physiologiques ou pathophysiologiques tridimensionnels. Et donc, je vais maintenant céder la parole à Nadia. Alors déjà, bonjour tout le monde. Alors, je tiens d'abord à remercier les membres de l'Académie de m'avoir permis de présenter mon travail aujourd'hui. Alors, ça marche pas. Ok, oups, non, c'est bon. Alors, moi, de façon inattendue, quand j'ai mis les cellules dans un environnement en 3 dimensions qui mime le stroma, j'ai observé que les puits recouverts de clatrine, qui sont étiquetés par une protéine fluorescente verte, s'accumulaient le long des fibres de collagène que vous pouvez voir ici en rouge. Après, on s'est demandé pourquoi les puits recouverts de clatrine s'accumulaient sur les fibres de collagène. Alors, les puits recouverts de clatrine s'accumulent sur les fibres de collagène, car les fibres de collagène vont générer une courbure de la membrane plasmique qui va favoriser la formation locale des puits recouverts de clatrine au niveau des fibres de collagène. Donc, j'ai démontré ceci en utilisant des billes fluorescentes de petite taille qui ont une taille similaire aux fibres de collagène. Et vous pouvez observer que quand les cellules s'étalent, les puits recouverts de clatrine, ici en vert, s'accumulent sur les billes fluorescentes. Donc là, on va laisser repartir le film. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a une bille de collagène, il y a un puits qui se forme sur ces billes de collagène. Donc j'ai également montré que les intégrines β1, qui sont des récepteurs au collagène, s'accumulent dans ces puits recouverts de clatrine. Donc cela va favoriser la stabilisation des puits sur les fibres de collagène. Et vous pouvez observer que les intégrines β1 sont présentes tout au long des fibres de collagène, mais elles s'accumulent mais elles sont plus spécifiquement enrichies au niveau des puits recouverts de clatrine. Et vous pouvez voir ici sur ce graphique, sur la fluorescence moyenne d'un puits recouvert de clatrine, et on peut voir effectivement que les intégrines β1 s'accumulent au niveau de ces puits recouverts de clatrine. Donc après, nous avons eu voir plus en détail ce contact entre les puits recouverts de clatrine et les fibres de collagène. Donc pour répondre à cette question, nous avons observé les puits recouverts de clatrine par microscopie électronique depuis l'intérieur de la cellule. Donc vous pouvez reconnaître la clatrine qui a cette structure particulière reconnaissable en nid d'abeille. Donc vous pouvez deviner en dessous ici une fibre de collagène qui court le long de la membrane plasmique. Sur cette image à droite, vous pouvez voir qu'il y a un trou dans la membrane plasmique et on peut voir une fibre de collagène qui court le long
sous la membrane plasmique. Donc, avec de nombreuses observations, nous avons pu conclure que ces puits recouverts de clatrine étaient capables de s'enrouler. Trop tard. De s'enrouler autour et de pincer les fibres de collagène. Alors, ceci est le résultat d'une endocytose frustrée. Les puits recouverts de clatrine vont essayer en vain d'internaliser les fibres de collagène, ces fibres de collagène qui sont souvent plus longues que la cellule elle-même. Donc ces puits recouverts de clatrine qui pincent les fibres de collagène, ils vont aider les cellules à agripper les fibres de collagène et ils vont aider à la formation de protrusions. Et ceci est indispensable à la migration des cellules dans un réseau 3D de collagène. De façon plus spécifique, les cellules tirent sur la protrusion, ce qui va générer une tension qui est visible quand on coupe l'extrémité de la protrusion par laser ablation. Et puisqu'on voit que la protrusion se rétracte légèrement. Par contre, dans les cellules qui n'ont plus de puits recouverts de clatrine et qui sont plus capables de pincer ces fibres de collagène, quand on coupe l'extrémité de la protrusion par laser, on voit que la protrusion se rétracte totalement. Donc, dans un autre exemple, on peut voir dans la cellule contrôle la protrusion qui se rétracte légèrement et la protrusion qui se rétracte totalement quand il n'y a plus de puits recouverts de clatrine qui vont agripper ces fibres de collagène. Donc ça, c'est le modèle. Donc, nous proposons, pour former de longues protrusions, la cellule doit restreindre la tension et en pinçant les fibres de collagène tout autour de la protrusion, elle va réduire cette tension, ce qui va permettre une migration efficace des cellules cancéreuses. Donc, je tiens à remercier bien sûr mon chef Guillaume Tagnac, sans qui je ne serais pas ici. Et je tiens à remercier tous les membres du labo et toutes les personnes qui sont venues m'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cette présentation ouverte à questions. Il y a une question, oui. Question du MAP. C'est peut-être une question naïve que je vais poser, ne travaillant pas du tout dans ce domaine. J'ai travaillé sur la croissance du tube pollinique. Ça vous parle? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le pollen, c'est une boîte, c'est un grain qui libère au moment de la germination un tube. Okay. Comme toutes les formations de type IF. Ça vous parle? Non plus, mais bon. Allez-y. Alors, ma question. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on appelle les adhésiotopes? Alors là, non plus, ça ne vous parle pas? Non, désolé, sur les plantes. Bon, je retire ma question. Non, adhésiotope. Non, le chef peut répondre. Adhésiotope. C'est la grande séparation entre le règne végétal et le règne animal. C'est Jean Dosset qui m'avait suggéré de rechercher des adhésiotopes. Donc Jean Dosset ne travaille pas du tout sur ces questions, comme vous devez le savoir. Je retire ma question. Non, c'est très... Désolé de ne pas pouvoir y répondre. Oui, si je puis m'exprimer à nouveau. Les puits de clatrine sont bien connus pour être localisés sur ce qu'on appelle des radolipidiques dans les membranes plasmiques. Et ces radolipidiques ont une composition bien particulière. Est-ce que ces rados seraient responsables de l'association ultérieure aux fibres de collagène? C'est un responsable de l'interaction. Les rados entre... Bon, ce qu'on appelle les rafts, oui, en français. Donc ces radolipidiques sont très riches en cholestérol et sphingolipides, ce qui donne des propriétés particulières, notamment de viscosité importante. Est-ce que cette composition serait liée possiblement à l'association au collagène qui lui-même est une triple hélice?
Ça, je sais pas vraiment. Je sais pas, je sais juste que... Je sais, pour les rafts, moi, les seuls rafts que j'étudie maintenant pour le prochain projet, c'est les cavéoles, et je sais qu'on étudie ce dialogue entre... Hop, excusez-moi. On étudie ce dialogue entre les cavéoles et les puits recouverts de clatrine, mais pour l'interaction avec les fibres de collagène, ça, je ne sais pas. Vas-y. Les puits de clatrine ne sont pas du tout associés aux rafts et sont complètement distincts des rafts en réalité. Les rafts sont une entité complètement différente, riche en cholestérol, ce qui n'est pas le cas des puits recouverts de clatrine. Moi, j'ai une question mécanique. Donc, pour qu'une cellule avance, il faut qu'elle s'accroche effectivement par la mélipode à l'avant, mais il faut aussi qu'elle se détache à l'arrière. Donc, quel est le mécanisme de détachement de ces fibres de collagène? À l'arrière, pour que la cellule passe, en tout cas en 3D, elles ont besoin de couper le collagène pour avancer. Donc ça, c'est effectué par les métalloprotéases. Donc c'est pas du tout effectué par... Ça n'a rien à voir avec un désassemblage de ce aussi... manteau de clatrine autour des fibres de collagène? Oh, pardon. Il y a le désassemblage à l'arrière, il y a aussi des adhésions focales, donc il y a besoin aussi des assemblages, des adhésions focales, et il y a aussi besoin que les puits de clatrine se détachent des fibres de collagène. Mais il y a besoin aussi de cliver le collagène pour que les cellules passent. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Donc,